Heureux sommes-nous de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa pour cette émission Les As du foot. Je rappelle le principe, c'est le décryptage, l'analyse et le commentaire de l'actualité du football de notre pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue et soyez toujours avec nous dans le cadre de cette émission pour discuter des questions du foot et de plusieurs sujets, deux sujets qui sont à votre disposition. Nous recevons ici d'abord Brice Inengue, comme d'habitude. Brice, bonjour. Bonjour Rodrigue. C'est bon, ça va? Toujours un plaisir de te retrouver lundi à la tombée de la nuit. Ouais. J'imagine également Mermoz aussi. Oui, ça va. Le week-end, qu'est-ce qui a fait l'actualité chez vous? Le week-end, ça a été plus continentalement avec la Ligue des Champions africaine, la décima pour le national Al-Ali, dans la plus grande compétition des clubs organisée par la CAF. Brice, c'est qui était la une, l'actualité chez vous? C'est la même chose. On a regardé seulement ce match-là qui était pour moi, en dehors de tous les événements sportifs, on a regardé un tout petit peu aussi le vélo avec le Tour de France, comme c'est la période. On aime bien regarder un tout petit peu les autres pédalistes. Les entraînements n'ont pas encore débuté chez vous pour préparer la CAN? Non, nous reprenons ce dimanche. Nous reprendrons dimanche et dimanche 25. Avec notre traditionnelle séance de répétition. Vous n'êtes pas seul, hein? Qui nous accompagne? Je vous laisse la responsabilité de nous aider à introduire notre nouveau consultant. Bon, je vais essayer de me jeter dans les... Oui, allez-y. On va présenter à nous très bientôt qu'on a, on va dire un consultant de marque. Oui. En la personne de M. Valérie Ondo. Bonsoir, papa. Bonsoir Rodrigue, bonsoir Mermoz, bonsoir Brice et bonsoir bien évidemment à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que vous imaginez la joie qui nous anime pour vous avoir sur le plateau? C'est une joie partagée. C'est une joie partagée. Je pense que c'est cela aussi la beauté du sport et du monde de manière générale. C'est-à-dire qu'on est là pour être dans l'esprit du donner et du recevoir. Et comme je le dis, le foot, le sport, ça sert à ça aussi. Donc, je rappelle que vous êtes arrivé ce matin très tôt et nous avons voulu que vous soyez là. Merci d'avoir accepté au-delà de la difficulté du voyage. Oui, mais il faut d'abord dire également que c'est un devoir aussi de pouvoir apporter ma modeste contribution pour, n'est-ce pas, alimenter les sujets importants que vous avez indiqués tout à l'heure. Donc, malgré la difficulté, la longueur du voyage, mais je pense que se retrouver dans son pays, à côté des gens sympathiques, on oublie tous les aléas, quoi. Nous allons aborder le premier sujet de cette émission, quelle politique de formation pour nos clubs, également dans le milieu du football. On va d'abord faire le diagnostic, vous permettre de vous plonger au sortir, bien sûr, des assises du championnat organisé il y a quelques semaines seulement avec vous. Quelle idée avez-vous de la formation avant de plonger sur le diagnostic? Quelle idée chacun de vous? Vous avez droit à la parole, juste un rappel, le respect des 3C, court, clair et concis, pour nous permettre aux téléspectateurs de suivre attentivement ce qui sera dit ici. Pour ce qui me concerne, je pense qu'elle est embryonnaire. On ne parlera pas forcément de formation. Je dirais beaucoup plus post-formation, parce que là, on a encore bien plus un regroupement de joueurs en équipe que plutôt un véritable domaine de formation. Pour moi, pour l'instant, on est dans la post-formation et non pas dans la formation. Mermoz? Pour la formation, pour ma part au Gabon, quand j'étais jeune, je dirais que dans les années 80, puisqu'on va dire que c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment un œil, étant petit dans le football, les années 90, on avait de vrais clubs bien structurés avec une vraie formation dans ce pays, notamment dans les clubs, au niveau de la DTN, et même avec les jeux scolaires universitaires OXU, où on détectait ces talents. Il y avait une vraie politique plus ou moins de formation dans notre pays. Maintenant, à l'heure actuelle, comme l'a si bien dit Brice, c'est embryonnaire, c'est peut-être parce qu'on veut être gentil, elle est pratiquement inexistante, parce que les dernières, par exemple, campagnes de nos équipes en petite catégorie notamment, ont été plus des regroupements ponctuels suite à une compétition qu'il fallait préparer ou participer. Vava, vous êtes dans le cadre de votre entreprise, on ne parlera peut-être pas de ça, mais quelle est la nuance que vous faites aujourd'hui entre les années passées dans la formation et cette année, dans le foot?
Oui, bon, moi je vais dire que bon, il est toujours difficile de comparer les époques parce que les réalités ne sont pas les mêmes, le potentiel n'est pas le même, l'organisation n'est pas la même. Simplement, ce que je veux dire dans la question fondamentale que vous posez, qui est qu'est-ce que la formation nous dit, nous parle. Moi, je dirais simplement état des lieux, conception, mise en œuvre et évaluation. Pour qu'on puisse y arriver, c'est de savoir où nous partons, ce que nous voulons faire, comment on va le faire et comment on suit si on est arrivé à atteindre les objectifs. Je crois qu'il est important de reconnaître également que le Gabon est à la croisée de chemin. On a connu une période faste, comme l'a dit Mermoz. Aujourd'hui, on doit se poser les bonnes questions parce que le potentiel existe, mais il y a des dispositifs qui ne sont peut-être plus adaptés ou appropriés. C'est à nous de revoir tout cela pour qu'on puisse évidemment faire en sorte que les sportifs de talent, les jeunes talents que l'on peut aller découvrir dans les quatre coins du Gabon puissent avoir leur chance. On va regarder en image le diagnostic fait par les responsables, en fait, ceux qui ont organisé le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération gabonaise de football. On va le voir, vous voyez. On va faire, en fait, ce sont des idées qui sont ici, c'est des diagnostics de la formation. Alors, au cours des assises du National Foot 1 et 2, il faut préciser, on a vu, le diagnostic révèle que la formation et le perfectionnement des footballeurs, la formation et le perfectionnement des personnes spécialisées exerçant auprès des encadrements techniques, la formation et le perfectionnement du personnel administratif, la formation et le perfectionnement des officiels techniques, accompagnement, suivi, évaluation. Mermoz. Oui. Est-ce que dans l'ensemble, tout est dit ici? Plus ou moins, tout est dit. Un peu comme une espèce de synthèse qui a été faite par Valérie tout à l'heure quand il parlait de qu'est-ce qu'on veut d'abord faire, quels sont nos manquements, maintenant qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs à atteindre et comment les atteindre, et suivi et évaluation par rapport à ces objectifs. Pour l'instant, là, comme on dit, c'est mis sur papier, c'est ça le diagnostic, parce que c'est ça notre problème. Oui. Tout à l'heure, Valérie a parlé de ne pas comparer les époques. C'est vrai que je parlais d'une bonne formation à l'époque où on était dans un environnement plus propice à la pratique du football, vu la politique sportive qu'il y avait, notamment footballistique, qu'il y avait dans notre pays, où il y avait certaines grandes entités, si ce n'est institutions, qui accompagnaient les clubs de l'élite, alors qu'aujourd'hui, on a plus affaire à du mécénat au niveau des clubs qu'un accompagnement entre partenariats, institutions et clubs. Et donc, ça remet un peu le contexte, ça remet les enjeux, parce que l'enjeu économique qu'il y a derrière n'est plus la même aussi. Brice Dengue, au regard des éléments versés sur ce tableau, on peut quand même se poser la question de savoir, on a l'impression qu'on met en cause tout ce qui a été fait dans le passé. Écoutez, un diagnostic, c'est toujours sur ce qui s'est passé avant. Oui. Il faut analyser froidement un certain nombre de choses. Le noyau qui nous permet aujourd'hui de mieux avancer dans le futur, c'est déjà de regarder ce qu'on a fait dans le passé. Et la formation, le produit de la formation se retrouve dans les résultats, soit des clubs, soit des équipes nationales. Les clubs dans toutes les catégories. Aujourd'hui, au niveau des jeunes, et là on parle de la formation de base, au niveau des jeunes, nous n'avons pas été capables de nous qualifier à une seule CAN depuis pas mal de temps. Je ne sais même pas quand était la dernière participation du Gabon à une... Est-ce que c'est une question de formation? La non-participation du Gabon dans plusieurs catégories? C'est une question de formation d'abord, parce que si vous avez des joueurs... Moi, je prendrai un exemple simple. Un ancien entraîneur des U20, Thierry Mouyouma, me disait qu'il avait en U20 des joueurs qui n'avaient même pas le b.a.-ba des joueurs pourtant, c'était des joueurs qui couraient, qui driblaient bien, qui avaient du potentiel, mais derrière, il manquait quand même un certain nombre de choses. Et il me rappelait toujours que ce n'est pas en première division qu'on vient prendre à un enfant à amortir un ballon. Là, on est dans des problèmes directement de formation, parce que si on est en première division et qu'on ne sait pas lire un schéma tactique ou bien amortir un ballon, là, on est dans des problèmes de formation. Et ce sont ces problèmes de formation qui font qu'au niveau national, les joueurs en général ont beaucoup de manquements. Même pour aller lire un contrat à l'international, il faut avoir déjà une bonne formation. Sinon, si on ne l'a pas, on ne peut pas avancer. Valérie, est-ce que vous comprenez les éléments versés sur ce tableau? On rappelle quand même que c'est sorti au cours des assises.
Je reprends la formation de perfectionnement, la formation des footballeurs, la formation des techniciens, la formation de l'administration, la formation des officiels techniques. Oui, non, mais je comprends et je constate qu'il y a tout un panel hein, qui est indiqué en termes de renforcement des compétences, que ce soit au niveau des footballeurs, au niveau des encadreurs, au niveau du personnel administratif et même au niveau de tout ce qui gravite, n'est-ce pas, comme on va le dire, les métiers qui sont liés à la pratique du football. Mais je pense que ce qui est important à mettre en avant, c'est d'abord de pouvoir établir celui qui va réaliser tout ça. C'est qui? Et je pense que ce que nous devons également comprendre, c'est que nous avons un outil qui est important, qu'on appelle la direction technique nationale. C'est le laboratoire de conception de la politique technique nationale en termes de football, et comme dans toutes les disciplines. Donc, c'est à cette direction technique nationale, quand on parle de formation et de perfectionnement des footballeurs, on est obligé d'avoir des éléments issus des compétitions domestiques à l'élite pour pouvoir se référer pour former ceux qui sont un peu plus jeunes. C'est-à-dire que ce qu'on va constater à l'élite, ça veut dire, comme l'a dit Brice, c'est qu'à 15 ans déjà, un footballeur, il est, en termes de formation, c'est fini. Ouais. Donc, à 15 ans? À 15 ans, oui. C'est démontré scientifiquement. Donc, ça veut dire que ce qui se répercute à l'élite, on l'a déjà fait. On l'a constaté chez les jeunes. Donc, c'est à partir des statistiques de l'élite, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, et même sur les compétitions internationales, par exemple, là, l'Euro vient de se jouer, on a des indicateurs sur ce que le football de maintenant ou de demain va être. C'est à nous maintenant, au sein de la direction technique, qu'il faut mieux outiller, à qui il faut donner tous les éléments, les ingrédients nécessaires pour faire en sorte que la vision du ministère des Sports, les objectifs prônés par la fédération se ressentent dans le programme qui va être proposé, programme de développement de la pratique sportive, qui comprend tous les pans qui sont cités là. Donc, c'est à la direction technique nationale, et je peux le dire également, puisqu'on parle là des officiels techniques, donc l'arbitrage, tout ce qui a trait au commissaire de match. On va y revenir avec l'arbitrage. Focalisons-nous d'abord sur les footballeurs, la politique de formation au niveau de tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, je pense à mon avis qu'il faut outiller la direction technique nationale, il faut la rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus fonctionnelle, pas simplement à l'estuaire ou dans une province, mais au niveau national, dans les départements, dans les communes, dans les régions. Et c'est ça qui va faire en sorte que de la masse qui va être beaucoup plus grande, on va tirer une élite plus forte. Le tableau résume parfaitement, parfaitement les choses. Moi, je retiens trois choses de cette analyse, de ces assises. C'est d'abord la formation, qui est suivie par le perfectionnement. Ensuite, le suivi de tout ce qui a été fait. Sans suivi, on n'arrivera nulle part. Sans formation, on n'arrivera nulle part. Et ceux qui sont déjà plus ou moins formés doivent se perfectionner pour gommer leurs lacunes. On va regarder également ce qui avait, au sortir de ces assises-là, ce qui avait été proposé au niveau de la formation des footballeurs. On a parlé de la mise sur pied, sinon de la création de centres de formation. La participation des footballeurs, ça va venir. Voilà, exactement. Ici, on parle de la création des structures de formation. On parle également de la participation pratique du footballeur mineur et amateur. Mermoz. Comme je disais, c'est-à-dire, ça me permet de rebondir déjà sur ce qui a été dit tout à l'heure sur ce plateau. Comme Valérie l'a si bien dit tout à l'heure, on estime que 15 ans, un joueur est déjà plus ou moins fini. Parce que n'oublions pas que les catégories de recrutement par les grands clubs, par les grandes équipes, commencent déjà à cet âge. Déjà, dès qu'on voit la Coupe du Monde des cadets, tout le monde sait que c'est une Coupe du Monde très regardée, puisqu'elle est l'avenir de l'équipe nationale A du pays qui est en compétition. Donc, quand on parle déjà de mineurs et d'amateurs, justement, je parlais tout à l'heure qu'à l'époque, nous avions par exemple un système de formation, une politique de sport dans notre pays qui était plus ou moins adaptée à l'environnement de l'époque, puisqu'on avait, moi je me rappelle, et je suis très nostalgique de cette époque, on avait ces jeux d'Oxu qui étaient très bien organisés, plus ou moins assez bien structurés. Quand on savait qu'en école primaire, Montfort va affronter telle école publique
Il y avait un engouement de quartier, de peuple, de village. Donc, ce qui faisait que la pratique du sport était effective en tant que telle. Et partant de là, on a vu des clubs avec les moyens qu'il y avait, vu les structures qui accompagnaient certains clubs, des clubs qui ont fait de la grande formation dans ce pays, notamment l'Union sportive au Diambi, le FC 105. Aujourd'hui, rares sont ces clubs qui essayent de vouloir faire comme avant. Mais comme je disais, c'est maintenant difficile vu le nouveau contexte. On compte qui? CF Mounana, la OSMS qui ont pu nous sortir ces derniers temps des... Il y avait aussi le Stade Mandji, hein, le Stade Mandji qui a sorti c'est beaucoup de joueurs. juste des exemples. Valérie. Donc, voilà pourquoi je disais que oui, la pratique mineure amateur, il faudrait que, même si on veut repartir à ce genre de formation, à partir de là, c'est vrai, à la fin, quels sont nos objectifs? Valérie parlait tout à l'heure de le football. Quel sera le football de demain au regard des compétitions actuelles internationales qu'on a pu suivre, notamment l'Euro et la Copa América, avec la Coupe du Monde qui arrivera l'année prochaine. C'est vrai qu'on a maintenant un nouveau schéma encore de football qui est en train de se dessiner dans le monde. Et il faudrait que nous, nos objectifs, où est-ce qu'on veut se placer dans ce monde, notamment en Afrique, parce que quand on a pu voir les derniers résultats de notre équipe nationale, notamment le dernier match Gabon-Angola, qui a été très expressif sur la manque de profondeur de notre banc, c'est vrai qu'il n'y avait pas de championnat à ce moment-là. Mais justement, il y a une bonne génération qui est en train de partir. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite? Valérie, ça c'est quand même une très bonne question. Quand on regarde le nom de joueurs qui sortent de l'eau, qui ne sont pas formés, est-ce qu'on peut dire que la direction technique de la Fédération gabonaise de football a échoué? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a échoué, parce qu'on devrait d'abord se poser la question, est-ce qu'on lui a confié des missions clairement assignées? Est-ce qu'à travers ces missions qui lui ont été assignées, les moyens ont suivi? Donc je ne vais pas me lancer à dire qu'elle a échoué ou qu'elle n'a pas échoué. Ce que je dis simplement... L'observation est quand même là. Oui, mais si on ne vous donne pas les moyens de réaliser cette émission, on ne peut pas vous dire que vous avez échoué. Donc je mets un petit bémol là-dessus. Ce que je dis simplement, c'est que c'est l'outil indispensable pour développer la discipline sportive qu'est le football. À travers la vision qu'elle va poser, parce qu'il faut déjà avoir la caractéristique du footballeur gabonais, c'est quoi? Physiologiquement, techniquement, tactiquement, mentalement, c'est quoi? Il faut pouvoir avoir le profil. Et là, de pouvoir se dire, OK, sur la base des compétitions que nous jouons, comme je l'ai dit, à l'élite, et comme le disait Mermoz, je vais vous prendre un exemple. Il fut un temps où nous avions, dans les années 80, 90 et même 2000, nous avions sur des postes comme latéral où les choix étaient immenses. Aujourd'hui, si vous enlevez un seul, on n'en a plus. Mais donc, il faut reconnaître que les clubs qui ont contribué à la formation de ces joueurs, qui étaient des joueurs locaux, là, on ne parlait pas encore de ce qui allait à l'étranger. Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a des joueurs qui sont formés localement et il y a d'autres qui sont, à travers leur double nationalité ou leur métissage, qui profitent d'une formation occidentale. Mais on parle là, je pense, du cas local. Donc, c'est de dire, OK, qu'est-ce que nous avons comme vision à travers les joueurs que nous avons? Le potentiel, il existe, c'est clair, il est là. Maintenant, quels sont les dispositifs? Là, on parle de création des structures de formation. Il faut savoir également que quand on décortique la formation, il y a l'initiation, il y a la détection, il y a la formation en elle-même, il y a la préformation, il y a le... Mais les centres de formation existent quand même au Gabon. Oui, mais quelle est la direction? Quelle est la vision? Si nous avons un pays... Qui donne la direction au centre de formation? Mais c'est la Fédération gabonaise de football à travers la direction technique nationale. Et je disais donc que si nous avons un pays aujourd'hui, et c'est le cas de le dire, il ne faut pas avoir peur, nous avons 1000 footballs au Gabon. Et comment peut-on se reconnaître dans les 1000 footballs au Gabon? Donc, vous allez créer un centre de formation. Moi, je vais en créer, Mermoz va en créer, Brice va en créer. Mais il faut qu'on ait une ligne directrice. Et qui la donne? Un cahier de charge? Bien sûr. Ouais, exactement. Bien sûr. Donc, les éducateurs, ils doivent être qualifiés. Donc, ils sont formés par la direction technique nationale ou par la FIFA et la CAF qui nous aident là-dedans. Mais dans la vision de la physiologie, des caractéristiques du joueur gabonais, on ne va pas former un joueur gabonais comme on forme un joueur italien, comme on forme un joueur camerounais. On n'a pas les mêmes dispositions physiologiques, sociologiques, techniques, tactiques. Et c'est pourquoi je disais que nous avions eu des joueurs dans tous les postes, que ce soit gardien, milieu de terrain, défenseur, où les choix étaient à foison. Aujourd'hui, on les compte sur le bout des doigts. Donc, ça veut dire que nous devons revoir
n'est-ce pas, la vision et que les gens doivent également accepter qu'on ne peut pas venir, le sport est réglementé. Oui. Quand on commence un match, il n'y a pas une équipe à 12 et l'autre à 11, n'est-ce pas? Donc, quels que soient les gens qui vont ouvrir leur centre de formation, bien merci à eux, mais il y a une ligne directrice à suivre. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison que ce niveau de formation a été structuré. Aujourd'hui, on parle de... Lors des assises, bien sûr. Lors des assises. Aujourd'hui, on parle de centres de formation. Mais est-ce que nos centres de formation obéissent à la règle même des centres de formation, comme ça se fait partout ailleurs? J'ai plus ou moins envie de dire non. On va enlever quelques centres, quelques structures qui essaient de se détacher, qui se démarquer de l'eau, mais il n'y a pas grand monde qui essaie de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il est important de recadrer tout ça. La loi aujourd'hui va imposer un certain nombre de contraintes pour l'ouverture d'un centre de formation. Il ne faut plus que Jean sorte le matin pour dire que je regroupe les jeunes de mon quartier, donc c'est CF mon quartier, ou Paul qui va regrouper les gens de son quartier pour dire que moi aussi j'ai mon centre de formation. Non. Aujourd'hui, il faudra obéir à une certaine structure, à une certaine logique. Il y a des règles qui vont être définies, qui ont été définies par les assises. Vous rentrez dans ce canevas, vous êtes un centre de formation. Vous ne rentrez pas dans ce canevas, ben, vous êtes auto-exclu de vous-même. Il va y avoir une certification, en quelque sorte, oui, de la fédération qui va venir, n'est-ce pas, valider le potentiel et la garantie que ce centre de formation donne pour, justement, coller à l'idée, à la vision, aux objectifs. Parce qu'à la fin, on confie nos enfants quand même à des gens Bien sûr. Qui devraient être des éducateurs. Tout à fait. Vous faites parfois le tour des petits terrains autour de Libreville. Vous voyez que parfois, il y a des exercices qui sont faits aux enfants de 6-7 ans qui ne sont pas prévus pour appropriés pour cet âge-là. Si nous avons des centres de formation qui respectent les cahiers de charges et qu'autour, celui qui est habilité à aller vers la reconnaissance de ces centres de formation ou encore essayer de porter la politique de la Fédération gabonaise de football ne fait pas ça, que peut-on faire dans ce cas? Justement, on parle, vous avez fait des assises qui devraient avoir mis toutes les normes. Vous devrez avoir dans ces assises certains garde-fous. C'est vrai que rien n'est parfait dans ce monde, mais on devrait songer justement aux récalcitrants. Parce que s'il y a une ligne directive avec un vrai suivi d'une politique sportive, donc du football au Gabon, tout le monde devrait s'armer. Je voulais rebondir tout à l'heure parce que je parlais qu'actuellement, quand on parle de centre de football, c'est plus, comme je disais, du mécénat. En plus, ce n'est pas donc encadré parce que je suis allé à l'ANPI, je crée ma structure, j'ai dit que j'ai un centre de formation. On s'entraîne, comme j'ai pu voir aujourd'hui, bon, comme il y a des travaux, on voyait des gens qui disaient qu'il a un centre de formation, mais son terrain d'entraînement, c'est par exemple le plein air, à l'échangeur, par exemple, de l'ancienne Sobraga ou à l'échangeur du 5. J'ai des petits-enfants, je mets mes petits plots et je dis que voilà, j'ai un centre de formation. Ce n'est pas vraiment, excuse-moi, ce n'est pas vraiment encadré. Et le plus souvent, on a remarqué que ceux qui sont plus ou moins, qui ont essayé de plus ou moins d'être structurés, aujourd'hui, on est plus passé par rapport à ce qu'on voit chez les Occidentaux, on est passé dans un marché de profit. Certains font un centre de formation parce que je voudrais réussir à avoir ma petite pépite que je pourrais vendre à un club de première division de l'élite gabonaise si possible, ou pourquoi pas faire déjà sortir du pays et avoir déjà... Non, on va avancer rapidement. On a parlé de la formation des footballeurs, on va parler de la formation des officiels techniques, vous connaissez également. On va regarder ce tableau qui retrace un peu ce qui a été dit tout au long de ces assises. On parle de la formation des officiels techniques, des arbitres, les commissaires, les coordinateurs, les inspecteurs. Il faut-il passer par là, Valérie, pour avoir quand même une très bonne formation? Bien sûr, on ne peut pas aujourd'hui parler de football sans faire en sorte qu'il y ait un renouvellement, autant de compétences que de vision, que de l'environnement. Et je rebondis là-dessus pour dire que je pense qu'également, il serait de bonne loi de prévoir, de mettre en place une direction technique nationale de l'arbitrage. C'est important. Je crois que ça a été évoqué avec justement la réception du ministre qui a reçu
qui a reçu, je crois, le vice-président de la commission des arbitres, qui a soumis quelques doléances au ministre. Oui, dans ce sens déjà. Rien que de la manière d'abord, comment ils sont traités, parce qu'ils estimaient qu'il y avait comme un amalgame dans le national. Dans le traitement, dans la compétition. Des arbitres, pour ceux qui sont FIFA, ceux qui ne sont pas encore FIFA, ainsi de suite. Donc, comme on dit, il faut vraiment un suivi de tout pour avoir un football de qualité qui serait attractif pour nous et pour Brice, est-ce que nos clubs aujourd'hui n'ont pas la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en termes de manque de formation? Écoutez, on ne peut pas dédouaner nos clubs. Ce sont ceux qui sont aujourd'hui à la base quand même de notre Parce qu'ils sont nombreux quand même qui ne forment pas. Moi, je vais prendre un exemple. Ils forment sans former. Je vais prendre un exemple. Le dernier avant-centre de niveau national ou bien de niveau international que nous avons eu aujourd'hui, c'est Malik Vouna. Malik Vouna, formé au CMS depuis une vingtaine d'années. Et depuis 20 ans, on n'a pas eu un avant-centre. Dans toutes les catégories des équipes, on n'a pas eu un avant-centre. C'est la preuve que nos clubs ne nous fournissent plus la matière de base. Quand on dit que le sélectionneur national n'appelle que les mêmes joueurs, c'est bien de faire des récriminations et dire qu'il n'appelle que les mêmes joueurs. Mais qu'est-ce que nous mettons à disposition du sélectionneur national pour qu'il ait un choix plus large, une palette plus large où il peut puiser et former une équipe nationale? Nous n'avons pas cette capacité aujourd'hui. Et cette absence de capacité nous oblige à recourir toujours aux joueurs de 3e, 4e, 5e division en Europe, parce que c'est le seul que nous avons aujourd'hui. Nos clubs ne peuvent pas être dédouanés de ce qui se fait, parce qu'ils sont aussi à la base de la formation. Ils ont signé avec l'État gabonais un partenariat depuis plus d'une dizaine d'années qui permettait aux clubs d'avoir toutes les catégories. Allez-y, en première division, comptez combien de clubs ont des petites catégories. Varilé, comment faut appliquer toutes ces décisions, toutes ces propositions à tout ce qui tourne autour de la formation? Mais je l'ai dit, c'est-à-dire que nous avons fait un état des lieux. On a conçu, n'est-ce pas, une plateforme qui va régir, n'est-ce pas, le fonctionnement de toutes les structures. Maintenant, il faut le suivi et l'évaluation. C'est-à-dire que si vous donnez la possibilité aux gens de mettre en œuvre et que vous n'allez pas regarder si l'application est celle-là, vous n'avez rien fait. Et ça, on peut également le constater. C'est-à-dire que, je prends un exemple, Mermoz le disait, mais moi je vais le dire encore brutalement, c'est que si vous trouvez un éducateur qui fait faire des escaliers aux jeunes qui ont 11 ans, 12 ans, ce monsieur, ben, il faut le radier. Il faut le radier parce qu'il est hors norme. Donc c'est ça le suivi. À quel moment doit-on faire des escaliers? Est-ce que c'est un âge bien précis? Est-ce que ça a des critères bien précis? Bien sûr que c'est un âge bien précis. Ça répond à la croissance, ça répond au développement du corps du jeune. Donc maintenant, comme je disais, mais c'est ça le travail de la direction technique. Non seulement de poser la vision, n'est-ce pas, de mettre des outils à travers des formations, à travers des séminaires, à travers des ouvrages pour les formateurs, mais d'aller contrôler également ce qui se passe et de pouvoir à ce moment-là retirer une certification ou donner une certification à ceux qui seront les bons élèves. Donc, à partir de ce moment, si on met tout ce que l'on met là, c'est de la conception. Il faut mettre en œuvre, il faut aller surveiller et il faut recadrer pour savoir si véritablement on est dans le chemin que l'on s'est tracé. On poursuit rapidement dans la formation. On va vous montrer la politique de formation et les recommandations. Tout ceci au sortir, bien sûr, des assises. On regarde les entraîneurs nationaux, les entraîneurs de clubs, les éducateurs des jeunes. Mermoz, Valérie, qui prend la parole? C'est bien parce que ça continue un peu sur oui, ce dont nous parlons. Effectivement. Tout cela, pour l'instant, c'est de la théorie, c'est des choses qui ont été décelées, c'est bien, c'est vrai. On a un manque de qualité au niveau de nos entraîneurs parce qu'on a l'impression, pour ceux qui ne maîtrisent pas, parce que même le Gabonais lambda qui suivait le football gabonais à l'époque, c'est comme si on connaissait qui était vraiment un véritable entraîneur, qui était en train de se former, qui était le coach de USM, de 105, du cercle sportif de Batavia, du Ndela Football Club, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on voit un nouveau coach gabonais, par exemple, on dit, je prendrai l'exemple, l'Union sportive de Bitam ou l'ACOIM a un nouveau coach, si le Gabonais lambda ne le connaît pas, il va se dire qu'il a l'impression que c'est le gars du quartier qui est venu et qui a dit « je suis coach ». La question même qu'on voudrait même se poser, est-ce que nous avons même un canevas, c'est-à-dire un cahier de registre même de savoir
qui est véritablement coach. Et tout cela a été discuté justement, comme je disais, que je suis content un peu de la réunion qu'il y a eu avec le ministre des Sports ce week-end, parce que ça a été aussi évoqué, qu'il faudrait savoir suivre la classification de nos encadreurs techniques, des éducateurs des jeunes, des entraîneurs de clubs, où certains ont même posé ce problème de qui devra entraîner en première et en deuxième division. Avec une certaine catégorisation de licence A et B et tout. Qui devra entraîner, par exemple, quand on descend maintenant en catégorie un peu plus inférieure. Oui. Il ne faut pas confondre les séances de perfectionnement organisées pour un temps court par la le direction plus souvent technique, 3 jours, 4 jours, avec la formation d'entraîneur. Une formation d'éducateur sportif ou d'entraîneur obéit à un quota horaire bien défini. Valérie va nous vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous avez fait un petit stage de 3 jours, de 4 heures par jour, et puis brandir partout un diplôme de « je suis entraîneur ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas qu'on réinvente le football. Le football a des règles, a des principes. Il nous faut rentrer dans cette logique-là. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas respecté le canevas horaire prédéfini par les organismes, par les instances internationales, on ne peut pas parler de formation aujourd'hui. Je crois que c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure quand Valérie et on évoquait ce problème de cette fameuse DTN qui a un vrai boulot et qui doit avoir les moyens justement de ce suivi. Rappelons qu'a été mis à la tête de la commission de suivi de la task force des assises de football un ancien président de la Fédération de football, M. Adrien Kogo-Esigon. Il faudra que ce monsieur, au regard de ce qui se dit par exemple sur ce plateau, puisse savoir qu'il n'y a pas que le suivi administratif de la chose, mais qu'il faudrait que lui réussisse à mettre en place un vrai comité avec un suivi véritablement technique et qui regardera ce qui s'est passé sur le terrain. Et pourquoi pas continuer même quand le championnat aura déjà démarré. Quelle est la durée pour reconnaître un entraîneur? La durée. Est-ce que c'est une durée déterminée, comme Brice disait, pas 3 jours, pas 4 jours, la durée de formation? Il y a des formations en fonction des catégories, hein, qui sont courtes, qui sont longues. Mais ce qu'il faut simplement retenir également, c'est que forcément, lorsque on est un entraîneur et d'abord un éducateur, parce que forcément, il commence par entraîner les jeunes. Et puis, crescendo, il monte. C'est selon ses ambitions également. Mais comme je disais, l'entraîneur est quelqu'un comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il a une ambition, il veut entraîner les jeunes, mais qu'est-ce qu'on met à sa disposition comme contenu de formation? C'est ça aussi. La question que nous devons... Ben oui, bien sûr. Parce que les entraîneurs, ils viennent se former, mais si le contenu n'est pas approprié, il le va, n'est-ce pas, transférer ce qu'on lui a donné chez les jeunes. Donc c'est à nous également de faire en sorte que le contenu de ce que nous allons apporter à nos entraîneurs de jeunes, qui commencent forcément par être entraîneurs des jeunes, éducateurs, tous sont éducateurs sportifs. Maintenant, tu peux être entraîneur des jeunes, il y en a qui sont spécialisés, entraîneurs des jeunes, il y en a qui aiment bien être entraîneurs de clubs, il y en a même qui sont spécialisés pour les clubs qui veulent descendre et tout ça. Bon, il y a les entraîneurs nationaux, donc ceux qui s'occupent des équipes nationales, qui ont déjà fait leurs preuves au niveau des clubs, au niveau des jeunes également. Maintenant, c'est simplement ce renouvellement de compétences, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que les entraîneurs aient peur de se former, pas simplement sur le cadre pratique du football, mais aujourd'hui, il y a la communication, il y a le management des hommes. Il faut intégrer ça dans la formation pour qu'on soit véritablement au diapason et de pouvoir donner aux jeunes tous les outils nécessaires pour se battre avec les autres. C'est ce qu'il fallait retenir pour le premier sujet de cette émission. Merci à chacun de vous. On vous retrouve dans quelques instants seulement pour aborder la deuxième question de cette émission. Une courte pause. De retour sur ce plateau pour parler de financement des clubs et partenaires. C'est quand même une question, l'honneur de la guerre. C'est une question très importante. Je m'en vais d'abord vous faire l'état de ce qui a été dit lors des assises, dans le cadre, bien sûr, du partenariat public-privé. Alors, on va parler, ils ont parlé, bien sûr. Brice Nengue ne va pas nous démentir ici.
On a parlé de la modification des statuts des clubs actuels en statut de société d'économie mixte sportive. On a parlé de définir la forme de société, définir le capital de base. Valérie, c'est beaucoup. Est-ce qu'on va y arriver? C'est vrai qu'il y a un souci, non? C'est vrai qu'il y a un temps bien, on ne va pas respecter ça. Ce n'est pas pendant cette saison. Il faut qu'il y ait une transition. Il faut qu'il y ait une transition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du tout blanc au tout noir. Il faut donner aux gens le temps également d'assimiler un certain nombre de choses. Mais je reviens également encore, on a parlé là de formation. C'est dommage qu'on n'ait pas mis la formation des dirigeants sportifs. Administratif, non. Si, il y a une formation administrative. Ben oui, c'est peut-être nous qui n'avons pas pu ramener cette ça élément. aussi, il va falloir bien assimiler les différentes formes. Des différentes formes qui sied aux ambitions des uns et des autres. Moi, si je m'appelle Valérie Football Club, bah, je n'ai pas envie d'aller jouer la Champions League africaine, je vais choisir un statut qui me convient. Ouais. Si je m'appelle Manga, je vais choisir le statut qui va me permettre, si tant est que c'est la Champions League que je veux aller jouer. Donc, il va falloir aussi laisser aux gens, ne pas leur mettre le couteau sous la gorge, le temps de véritablement voir quelles sont leurs capacités. Parce que là, ensuite, en définissant la forme de la société et en allant déjà sur le capital de base, qui n'est que simplement ce que l'on apporte déjà. Donc, ça devient beaucoup de choses. En l'espace d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, si tant est que, comme je l'ai appris, vous allez peut-être me le confirmer ou l'infirmer, que le championnat devrait commencer en octobre. Je ne sais pas si les délais seront respectés pour que les gens puissent faire tout. Mais on revient avec toi. Brisinengue, un club est passé à l'acte sur cette question. L'AS Dikaki a changé ses statuts pour s'arrimer à la nouvelle donne. L'AS Dikaki a choisi de se constituer en société pour pouvoir capitaliser ses acquis, engranger un peu de ressources financières, pouvoir disposer de boutiques pour pouvoir générer un peu de sous qui permettront de financer un tout petit peu ces activités. Mais Amos, je pense que c'est un exemple. Ouvrir un capital, c'est d'accepter que les gens viennent autour. Oui, c'est d'accepter que les gens viennent autour. Mais tout à fait, dans la gestion du club, oui, moi, dans la gestion du club actuel, dans nos différents clubs, est-ce que, par exemple, Alabafal peut accepter que Rodrigue Bekale vienne être gestionnaire, co-gestionnaire, etc. Je ne sais pas. C'est là toute ça, c'est des grandes questions. C'est là toute la question de notre football. Parce que là, n'allons pas avec, on va dire, la langue de bois. Nous avons ce principal problème d'abord, la mentalité des fondateurs de clubs. Bon. Il faut rappeler maintenant qu'il y a une nouvelle génération de fondateurs. Rapidement, nous sommes un peu pris par le temps. Il y a une nouvelle génération de présidents de clubs qui est un peu plus jeune, donc qui est plus au fait de l'actualité actuelle. Les présidents de clubs qui ont fondé leur club. Voilà. Même temps, qui sont présidents des clubs que d'autres ont fondés. Non, je parle que qu'il y en a des exemples? Les nouveaux. Non, je parle. Il y en a des exemples. Je veux savoir. Je parle des nouveaux fondateurs qui sont plus jeunes. Maintenant, quand on parle des clubs mythiques, les anciens clubs, notamment le Monisport, les amis du général Assélé, le FC 105 du général Ngari ou la OCMS de M. Alabafal. On avait le Wango à l'époque de M. Mouvaga, si je ne me trompe pas. On avait ceux-là qui étaient, leur club, c'était plus ou moins leur bébé. Et seul lui, président et fondateur du club, faisait la pluie et le beau temps. Mais maintenant, avec les nouvelles dispositions mises pour notre politique de football, il va falloir réussir à leur faire accepter l'ouverture justement de ce capital. On parlait tout à l'heure. On va revenir parmi les produits pour permettre au club d'être financièrement au point et autour des rencontres, bien sûr. On va regarder ce tableau qui fait juste une description des produits. On va le regarder ensemble, des événements autour des rencontres, bien sûr. Quand on essaie de regarder ce qui est fait, on a ici la billetterie, le sponsoring, l'hospitalité, recette, j'y arrive, voilà. Il y a la recette, il y a également la diffusion des matchs, l'alimentation en boisson, commission sur les paris, bon, etc. J'ai quand même du mal à prononcer le merchandising. Voilà. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de retrouver tout ceci au cours des matchs de football qui peut produire financièrement au club? Oui, mais bien sûr que ça a déjà été fait ailleurs. Mais nous devons également vivre avec nos réalités. C'est-à-dire que
je pense qu'un club aujourd'hui, comme l'USM, qui dispose d'infrastructures, peut rentrer sous ce format-là. Il a, lui, les capacités de faire en sorte que sa billetterie, son sponsoring, tout cela soit dans cet environnement-là. Maintenant, les clubs qui n'ont pas d'installation, comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire? C'est une question qu'on peut se poser. Bon, on peut me dire qu'ils vont louer des installations, mais ça veut dire qu'ils n'auront pas à 100% les revenus. Ça, c'est déjà la première question qu'on peut se poser. Et la deuxième, ou la première même qu'il faut se poser, c'est que c'est quand même le spectacle qui attire tous ces gens. Oui. Donc, il faut garantir le spectacle. On reste sur le spectacle. Les gens puissent venir et tout ça, ça peut se combiner. On va voir avec la description, bien sûr, du cahier de charges pour la vente des matchs. On va le regarder tous ensemble. Vous avez ici l'organisation de la qualité de l'organisation de l'événement, la qualité des athlètes, ça veut dire la prestation. Nous avons ici description des cahiers de charges de la diffusion des matchs, la qualité du diffuseur, journaliste, chroniqueur, bien sûr. Vous avez également le canal radio, télévision, c'est-à-dire les droits de TV, etc. Est-ce que cela peut produire financièrement? Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Hein. Le football associe comme meilleur, je peux dire, le meilleur vendeur du football, c'est le footballeur. Ouais. C'est le footballeur. Donc, ça veut dire que vous mettez un match de très bonne qualité, une fois, deux fois, la troisième fois, ça fait écho et les gens y viennent. Donc, ça veut dire on reste sur la qualité d'athlète. Quand on parle de la qualité des athlètes, oui. Là je suis pas d'accord du tout en mes prestations du jeu. Il faut mettre tout autour ce qui encadre les conditions existentielles du joueur. Un joueur qui a faim, ses enfants ne vont pas à l'école, sa femme a des problèmes, son bailleur le poursuit. Comment voulez-vous qu'il vienne faire un jeu de qualité? Donc, il faut déjà régler tout ça, ces conditions existentielles du joueur. Il faut régler également les conditions de formation. Il faut créer cet environnement-là, comme ça a été fait. Donc, c'est possible d'être fait. Nous, on est passé par là. On a vécu des moments où le jeu était de bonne qualité, mais il faut reconnaître que le traitement aussi était de bonne qualité. Donc c'est ça déjà. Je vais vous donner la parole, on va rester sur les recommandations. Je vous donne la parole parce que c'est très intéressant. Au niveau des recommandations, bien sûr, élaboration d'un cadre normatif juridique, texte législatif ou financement modèle. Vous avez structuration des clubs partant de la formation à l'élite avec budget comprise entre 7 et 800 millions de francs CFA, j'espère que c'est ça, par saison. Déclinaison d'un contrat d'objectif chaque début de saison en plus du cahier de charges. Mise en place d'un comité de gestion chapeauté par un conseil d'administration avec tous les mécanismes de gestion. En matière de financement, il y a une innovation qui m'a plu lors des assises. On était parti sur des choses habituelles où on faisait payer aux citoyens encore un certain nombre de choses. Mais les assises ont démontré que la vie du citoyen gabonais était déjà trop embêtée. On était trop préoccupé par les questions existentielles. Il fallait trouver d'autres mécanismes. Et les assises ont trouvé un très bon mécanisme de financement. C'est sur les produits bruts qui sortiront de notre terroir. Nous sommes quand même exportateurs de bois, nous sommes exportateurs de pétrole, nous avons des marchandises diverses qui sortent de notre pays et qui sont vendues chez d'autres personnes. Et sur ces marchandises, l'État va taxer pour le financement du football. Les calculs ont été faits. Je n'ai pas toute la planche des calculs, mais les calculs mathématiques ont été réalisés sur cette question-là, qui rapporterait à l'État gabonais à peu près, enfin, qui rapporterait au championnat gabonais à peu près... À la LINAF. À la LINAF, à peu près 3 milliards de francs CFA, qui serviront une partie au financement du championnat de première, deuxième division, et puis une autre grosse partie qui irait dans des clubs amateurs qui servent de formation, et une partie servira en même temps au financement des structures, à la mise en place des structures de jeu, aux aires de jeu, et qui est aujourd'hui un de nos problèmes, par exemple dans la ville de Libreville. Mais tout ceci ne sera possible, ne sera rentable que si le spectacle, encore une fois, est de qualité. Et le spectacle, ce n'est pas seulement l'acteur du terrain, mais c'est tout ce qui tourne autour. De l'organisation. L'organisation.
si les centres sont mieux structurés et que ces centres nous produisent de très bons footballeurs, aujourd'hui, il y a une chose. On va au stade parfois parce qu'on s'identifie par quelqu'un. Un quartier a envie d'aller au stade parce qu'un enfant de quartier est brillant dans une équipe de première division. Et là, tout le quartier a envie de venir au stade. On s'identifie, un village a envie de venir au stade parce qu'il y a un enfant du village qui est en première division et qui est bon. Pas seulement parce qu'il est là, mais qui est bon. On allait voir Zuengema, Ando Valéry au stade parce que c'était les enfants du terroir. On savait où ils avaient été formés, on les voyait jouer, on les voyait vivre tout le temps avec nous dans les quartiers. Donc, on partait au stade parce que ces gens étaient bons et on se reconnaissait à travers ces garçons-là. Aujourd'hui, quand vous nous faites du saupoudrage de nous amener des joueurs expatriés de qualité moyenne, parce que parfois, quand ils arrivent, ils sont titulaires et ils ne sont même pas aussi bons que nos compatriotes, on n'a pas envie d'aller au stade, on se dit, il n'y a rien à voir. Oui, moi, je voulais parler de la structure. Justement, moi, je voulais parler du fait que... la structuration des clubs portant dans la formation. Tout ce qui est structuration de clubs, ainsi de suite, moi, je parle justement que ça part de cette organisation dans l'ensemble de notre politique de football. Moi, j'estime qu'il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vois la structuration des clubs partant de la formation à l'élite avec budget compris entre 700 et 800 millions de francs CFA par saison. Oui, on donne 800 millions à un club, par exemple, par saison. Je prends un exemple, ou bien ça va être réparti à tous les clubs. Nous avons d'abord pour commencer notre émission avec la politique de formation. Oui. Cette politique de formation, là, je parle d'abord des athlètes, des footballeurs. Une bonne formation amènera des joueurs plus ou moins de qualité. Donc, si nous voulons, on va dire, plus ou moins restructurer notre football, il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur cette formation qui ne doit pas laisser en reste. Parce que je vois qu'ici, on a souvent ce problème, et c'est ce que je pense qui s'est passé plus ou moins en 2012. On a mis les moyens pour dire qu'on veut un championnat de qualité et professionnel. On a vu un cahier de charge que la LINAF a sorti, mais personne n'a respecté le cahier de charge. Tout le monde s'est vu, justement, dans l'organisation de l'événement. Tout le monde s'est vu que nous sommes déjà professionnels. Les clubs recrutaient comme ils pouvaient, prenaient les joueurs comme ils pouvaient. La qualité donc, du football n'était pas là. Et pourtant, sur le plan organisationnel, il y avait déjà ces émissions que nous avons plus ou moins nous avons participé à ces différentes émissions. J'ai été consultant pour la LINAF. On a eu un média européen qui est venu, Vidia Luso, qui est venu faire la formation et faire la production de ces matchs. Ça nous a coûté des millions. Mais on avait oublié qu'il y avait justement ce côté de la qualité du jeu oui. qui ne suivait pas face à cette organisation. Rapidement, quand on regarde, on peut quand même noter de la volonté chez le ministre de la Jeunesse et des Sports, président de la Fédération gabonaise de football, tout ce qui tourne autour, pour aller pour une nouvelle mission de tout ce qui est décrit ici, ou bien tout ce qui est dit ici pour l'amélioration de la formation ou encore de la progression de notre football. Quels sont les mots qu'on peut se donner pour tout ceci? Est-ce qu'il y a une période bien déterminée ou bien c'est au fur et à mesure que cela peut se produire? Bon, déjà, il faut pouvoir, au regard du constat qui a été dressé, parce que ces assises ne sont pas venues de manière hasardeuse, c'est qu'il y a eu un cri d'alarme, voilà, il y a eu des indicateurs qui ont... qui ont clairement démontré où il n'y a pas de résultat derrière. Le football ne se portait pas bien, tant au niveau de la qualité, qui a forcément un impact, on l'a souligné ici, avec les gens qui viennent au stade. Donc, je pense qu'il y a deux gros problèmes auxquels il faut s'attaquer, trois même, on va dire. Rapidement, Valérie. L'engouement qu'il faut retrouver, oui. La formation des athlètes et de tout ce qui gravite, on va dire, hein, et tout ça. Et puis, forcément, c'est le nerf de la guerre, les moyens de financement. Les moyens de financement. Donc, on peut comprendre aisément que l'État fait des efforts et que l'État essaie également de diversifier la provenance de l'argent. Mais moi, je suis quand même sceptique de voir un club gabonais aujourd'hui, sur la base, n'est-ce pas, d'un public qui lui est acquis, de faire même 10 millions de recettes par an. Je serais surpris. Donc, que faire? Voici
La question qui reste... Ben oui, que faire? Qui reste Donc, tout entière. dans la structuration des clubs, il faut qu'on amène les clubs, comme un peu les partis politiques, à aller chercher les supporters, à travailler pour que les gens adhèrent dans leur club, à créer également des événements pour vendre leur club. Les gens ne vont pas venir comme ça. Parce que... Merci. On a beaucoup de choses. On a beaucoup... Bien sûr. La formation des administrateurs est importante pour pouvoir faire une vraie politique de commercialisation. Nous avons énormément de choses à dire sur cette question-là. Je m'en vais vous permettre. Est-ce qu'on peut marquer une toute petite pause pour la dernière rubrique de cette émission? Brisinengue, vous faites des propositions. De retour sur le plateau. Alors, j'ai en main pour la dernière rubrique de cette émission. Vous avez ici 2 cartons, le rouge et le jaune. Vous avez la responsabilité d'infliger à quelqu'un qui se serait mal comporté, sportif ou dirigeant sportif. Valérie Rondo également, vous avez la responsabilité également. On va commencer par Brisinengue. Quel est le carton de votre choix? Rapidement. Rapidement, il ne reste plus assez de temps. Le carton jaune. Je dirais carton rouge oui. À tous nos palabreurs de football. Il faut le soulever. Il faut soulever. Je m'étonne quand même qu'il y ait toujours beaucoup d'associations qui gèrent le football. Les arbitres ont 2 associations, les footballeurs ont 2 associations, les supporters ont des multiples, mais là encore c'est normal parce que ça se passe comme ça partout. Mais j'aimerais quand même que ces dirigeants se mettent un jour sur une table, qu'ils s'asseyent pour régler un peu les problèmes. On n'a plus d'arbitre de bon niveau aujourd'hui. Eric Otogo est au crépuscule de sa carrière. Pendant ce temps, les arbitres passent tout leur temps à se bagarrer. Carton rouge à tous les arbitres du Gabon. Merci. Mermoz, vous avez 2 cartons. Rapidement, Mermoz. 2 cartons sur vous. Rapidement. Alors on va prendre un peu l'actualité. Bon, les ont dit, excusez-moi, c'est peut-être pas une actualité vraiment vérifiée, mais le petit carton jaune pour Didier Dong Ibrahim, qui est pourtant très convoité, très attendu, puisqu'on parle du FC Nantes et de Bordeaux qui voudraient s'arracher ses services, notamment Nantes, où il plaît beaucoup à Antoine Camboire et qui n'est pas là où il faut, au moment qu'il faut. Valérie? Moi, je veux faire court. Hein. Oui. Je ne sais pas après si c'est le jaune ou le rouge que je dois donner, mais ce sera à l'émission. Oui. Hein. Et là, je vais vous surprendre. Hein. Oui, donc, c'est M. Rodrigue Abdoul Bekal. Je vous mets un carton rouge. Et je vais vous dire pourquoi je vous mets un carton rouge. Hein. L'émission, elle est fort sympathique et attrayante. Oui. Mais mon Dieu, vous n'avez fait que nous faire courir. Le temps. Bah, si vous sentez que le temps, il n'est pas trop... rallongez-le. Donc, carton rouge à vous. Merci beaucoup, Valérie. Merci également à vous. Merci, Brisinengue. Merci, Mermoz Asselé. Merci, Valérie. C'est très gentil. Je pense que c'est ça aussi l'idée du débat, c'est de discuter autour de nous pour permettre aux décideurs d'avoir une idée de ce que chacun de nous puisse penser par rapport aux différents sujets. Les As du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de vous retrouver lundi prochain avec le même plaisir. Il était question essentiellement du football dans cette émission. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.